Je dois à la vérité que j'ai quand même pas mal coupé dans cette pièce, dans l'original. J'ai enlevé pas loin de 40 minutes, ce qui est quand même pas mal. Et que j'ai aussi, mais très peu, hein, parce que ça arrive quand même très vite dans la pièce originale, mais aussi encore nettoyé aussi un peu dans le début. Très peu, mais quand même un petit peu. Voilà. Mais enfin, à 2 répliques près, on y est. Ce qui est effectivement, même nous, d'ailleurs, nous acteurs, c'est à la fois assez surprenant et en même temps c'est génial parce que ça nous fout dans le bain tout de suite. C'est mon premier boulevard. Oui. Pur, assumé. J'avais monté une pièce de Guitry qui s'apparente mais qui est quand même un peu différente parce que le temps, la langue, place Guitry un peu ailleurs que dans le boulevard. On est dans du théâtre de divertissement évidemment, mais on est dans autre chose. On est d'abord dans un personnage qui est encore plus central que Hugh Preston dans Le Canard. Certes, il est central, mais il renvoie la balle et il y a des vrais rôles autour. Souvent dans Guitry, il y a Guitry. Il y a parfois un rôle quand il a eu la chance d'avoir comme interprète un Rému ou un acteur ou Noël Roquevert ou des acteurs de cette classe-là. Mais quand même, ça tourne terriblement autour du personnage principal. Et puis, c'est pas tant une affaire de situation que de discours, que de bons mots, etc. Ça, c'est mon vrai boulevard. Mari, femme, amant, week-end, un lieu unique, et concurrence entre l'amant et le mari. Bon. Et je voulais jouer avec les codes de ça. Ça commence, je sais pas si je dévoile du dessus, on s'en fout, c'est pas très grave, mais avec les 3 coups. Oui. Qu'on ne tape plus jamais au théâtre, mais que je trouvais marrant de remettre. Et puis ça finit avec la présentation au théâtre ce soir du spectacle, des acteurs, Oui. voilà. Donc je voulais jouer avec ces codes-là. Donc dans ces codes-là, pour moi, il y avait le décor bourgeois. Il y avait le Chesterfield. J'ai emmerdé le décorateur, il voulait pas de Chesterfield au début. Ce que je vois parfois dans les décors qui moi m'agace un peu, c'est-à-dire une unicité de mobilier. Ouais. Genre, vous savez, les gens montent un Guitry, donc tout est 1920, tout est art déco, mais personne ne vit dans des meubles de son époque, en fait. C'est-à-dire que je voulais jouer un truc où à la fois on se dit, oh là là, c'est bourgeois, puis en même temps, on est bien dedans. Dès le départ, en gros, on sait qui va gagner. Elle lui dit, il lui dit, je ne sais pas jouer aux échecs, je suis imbattable aux échecs. Voilà. Et tout est posé de la pièce, en fait. Et on sait qu'à partir du moment où l'autre va arriver, on sait à la fin de la première scène, quand tu lui dis, bah ouais, si, viens. Et puis, elle veut pas au début, il arrive quand même à le faire inviter, ce qui est un premier exploit, hein, d'arriver à l'obliger, elle, à le faire venir. Il avance chaque fois ses pièces comme un joueur d'échecs, hein, pendant tout le long et forcément, on est de son côté. On veut tous récupérer Liz Preston, même si, à un moment donné, étrangement, on regrette un peu le départ de Patty Pat. Oui. On se dit, ah, c'est dommage. Hein, comme un fantasme qui part ou qui s'en va. Et on se dit, mais pourquoi ils restent pas tous les 4 ensemble finalement jusqu'au bout? Ils seraient tellement bien. C'est une pièce vraiment très particulière parce que c'est très anglais. C'est une pièce anglaise d'origine. Et puis il y a la patte de Sauvageon qui est très forte, hein, sur la pièce, qui la colore d'un boulevard français. L'essentiel de ce qu'on joue, c'est Sauvageon, vraiment. Qui a trouvé des équivalences, qui a trouvé des punchlines, qui a trouvé des équivalences au jeu de mots, c'est parfois compliqué, qui tord un peu de temps en temps la situation pour la rendre sans doute plus accessible à ce qu'il pense être le goût du public français des années fin 60-70. Et en même temps, donc il y a deux couleurs dans cette pièce. Il y a à la fois la faculté qu'ont les Anglais d'aller à l'encontre de toutes les conventions, c'est-à-dire d'être complètement dans la convention. Et leur façon d'être dans la convention, c'est de pouvoir en même temps dynamiter toutes les conventions. Je trouve que ça, c'est très anglais. Et en même temps, il y a dessus le charme du vaudeville à la française. Et ça, c'est la part de Sauvageon dans le bébé. Alors, tout ça se mélange et crée une sorte d'objet hybride
et étrange, où effectivement on va à l'encontre de tous les codes du boulevard, où effectivement c'est l'amant qui est ridiculisé en fait tout au long de la pièce. Et même si en même temps, parce que ça c'est la force aussi du théâtre anglais, il garde quand même une puissance. C'est-à-dire que les Anglais, là où ils sont forts, c'est que tous les personnages existent. Par exemple, cette pièce où il pourrait y avoir, ce qui serait le cas souvent d'un boulevard français, un personnage et puis des faire-valoir, il y a des vrais rôles. Il y a des vraies entités. Elle est dans sa difficulté, dans sa douleur, dans son aspect un peu fantasque, mais elle existe. L'amant, il existe merveilleusement dans son cette espèce de grande tige complètement perdue. Bon, l'extrême, c'est Patipat, qui alors dans toutes les pièces de boulevard classiques serait vraiment entre guillemets la greluche de service qui montre ses jambes et qui repart. Là, tout d'un coup, le personnage a une ambivalence, a une capacité de se... D'abord, elle est intelligente, c'est elle qui dirige la situation et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que tout est chaque fois un peu décodé. Moi, je crois que c'est ce qui fait moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé dans la pièce. Et c'est pour ça aussi que j'ai été très vigilant que je voulais le faire avec ce casting-là, parce que je trouve que c'est toujours très intéressant quand les pièces sont bonnes, ou qu'elles sont bien écrites, que tous les rôles soient vraiment joués, quoi. Que tous les rôles soient assumés, que tous les rôles soient tenus. C'est comme jouer au tennis, hein, chacun ou aux échecs. Vous me révélez des choses de la pièce auxquelles je n'avais pas pensé. Par exemple, cette histoire d'emploi. Très intéressant. Mais du coup, vous savez, de temps en temps, mais non, mais de temps en temps, on apprend des choses sur ce qu'on fait. Un jour, j'avais monté Pygmalion, qui marchait très bien. Et pour des raisons pratiques, j'avais un merveilleux décor de Jean-Marc Stellet, qui était un très grand décorateur de théâtre. Et je lui avais demandé une mezzanine. Et ça prend moins de place qu'un escalier. Et donc, il me fait un ascenseur. Et c'était super visuellement de voir ce petit ascenseur fonctionner pour aller... Et je fais une émission sur une radio nationale importante, avec un merveilleux intervieweur qui est mort maintenant. Et il me dit, il a beaucoup aimé le spectacle, donc c'est très agréable, il m'en parle très bien, puis il me dit, puis alors cette idée de l'ascenseur, c'est génial. Alors je suis là, ah oui. Il me dit, parce que l'ascenseur, évidemment, on l'a tous compris, c'est l'ascenseur social. Et je dis, je suis content que vous l'ayez remarqué, parce que personne ne l'avait souligné. Et il me dit, d'ailleurs, tout le monde le prend sauf elle. Et dans le fond, je me dis, mais dans le fond, c'est vrai. Moi, je viens du théâtre, alors mon habitude, c'est ça. D'accord. Mon habitude, c'est de vivre pendant 1h50 ou 2 heures une histoire. Ce qui est très compliqué quand on tourne, je trouve qu'une des vraies difficultés des tournages, c'est d'abord de tourner très souvent dans le désordre, donc de prendre l'histoire on n'a pas le vécu, on n'a pas le passif, on n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé avant. Il faut la recréer ou l'inventer au moment où la séquence se tourne. Et d'autre part, effectivement, vous attendez effectivement très longtemps dans votre loge, parfois des demi-journées ou des journées entières sans faire grand-chose, en buvant du café, puis en regardant votre téléphone. Et puis tout d'un coup, on vous appelle. Et là, il faut être tout de suite dans le jus, dans l'histoire. Et puis, il n'y a pas le temps. Et puis, il faut y être parce que les heures de tournage sont très chères. Et que d'ailleurs, contrairement à une idée reçue, on n'a pas tant d'occasions de recommencer que ça. Il y a plusieurs prises, mais enfin, il ne s'agit pas d'en rater non plus 12. Hein. Mais moi, je trouve que c'est plus simple pour moi au théâtre. Justement, j'ai la continuité. Et que je peux partir comme ça, et puis il y a quelque chose qui va me mettre dans l'histoire, je vais m'accrocher à mes partenaires, et puis hop, et puis l'histoire va se dérouler. Et je vais jouer avec ce qui s'est passé, avec... voilà. Les tournages, il faut recréer ça, il faut être très concentré, il faut... Au théâtre aussi, vous me direz, mais je viens de ça, moi. Je viens de cette discipline-là. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois... C'est un métier où on travaille beaucoup,
très compliqué, difficile à faire. Et puis en même temps, il faut être aussi un peu branleur pour que ça se passe bien. Il faut aussi c'est-à-dire qu'il faut trouver la détente. Pour avoir la détente, forcément, il faut se dire je m'en fous un peu. Je me lance et je verrai bien. Quand commence le spectacle, par exemple, le rideau est fermé, on est à la table là, d'échecs avec Anne. Le rideau est collé à la table pratiquement quand il s'ouvre. Et donc on attend, on entend les gens de l'autre côté du rideau parler, et on se parle et on se raconte on déconne vraiment beaucoup pour que quand le rideau se lève, on soit dans la plus grande détente possible, ce qui nous permet d'engager la conversation. Et puis la chose se crée. Quand j'étais à la Comédie Française, j'ai joué avec Roland Bertin, qui était un immense sociétaire, un acteur mythe de Patrice Chéreau, que j'adorais. Et je faisais son valet. Et je pensais à l'époque qu'il fallait jouer, pour jouer, il fallait de l'énergie. Alors j'arpentais le bas du plateau et le haut du plateau de la salle de Richelieu à Jardin. Comme ça, je remontais, je redescendais. Avant d'entrer en scène, pour essayer de me donner de l'énergie. Et Roland, il était assis sur une chaise. Puis il me regardait passer comme ça, avec sa perruque Louis XIV. Puis un jour, il m'a dit, mon chéri, viens par là. Il m'a dit, bon, écoute, tu te fatigues et tu nous fatigues. Il me dit, il faut que tu rentres comme tu es. Il me dit, tu vois, là, par exemple, j'ai envie de faire caca. Eh ben, je vais rentrer, j'aurai envie de faire caca. Franchement, je crois que c'est la meilleure leçon de théâtre que j'ai prise de ma vie. C'est-à-dire qu'il faut effectivement essayer de rentrer comme on est. Et puis après, c'est l'histoire, et puis le travail que vous avez fait, évidemment, on répète, etc., qui vont petit à petit vous mettre dedans. Mais toute volonté de passage en force, d'énergie qu'on essaye d'imposer, etc., est vouée à l'échec. Le jeu, ça implique de la détente. Je répète toujours aux comédiens quand je les mets en scène, quand on travaille, une phrase que dit Peter Brook dans L'espace vide. Citer Peter Brook quand on joue le canard à l'orange, c'est quand même... et c'est jouer est un jeu. Jouer est un jeu. Voilà. Ça, pour moi, ça, c'est mieux que toutes les théories qu'on a jamais écrites sur le théâtre, celle de Stanislavski comme les autres, celle de la distanciation ou celle au contraire de l'hyper-incarnation. C'est un jeu. C'est-à-dire que vous jouez à. Comme on joue aux Cowboys indiens, comme on joue... Mais pour jouer, il faut être détendu. Je me considère comme un comédien qui met en scène, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un metteur en scène. Je ne suis pas Strehler. J'aurais adoré, hein, c'était mon dieu. Je ne suis pas Chéreau. Je ne crée pas un univers et je n'ai pas créé dans ma vie de metteur en scène un univers dans lequel, je dirais, tous les spectacles seraient passés. Je m'adapte. J'ai monté Le Songe d'une nuit d'été, je l'ai monté dans les années 70, c'était complètement déjanté, sous acide. Voilà, ça m'avait amusé de monter un Shakespeare comme ça. Cette pièce-là, je me suis dit, ce qui est marrant, c'est vraiment de la monter dans son jus. Mais alors, si on la monte dans son jus, allons jusqu'au bout. Ne faisons pas semblant. Alors, c'est assez marrant. Un producteur de théâtre, un directeur de théâtre, d'ailleurs, à Paris, il y a quelques années de ça, me dit, tu devrais monter le canard à l'orange avec 2 vedettes. J'avais vu le canard à l'orange sans doute, j'en avais pas vraiment de souvenir, il y a très longtemps. Donc je relis le canard à l'orange. Et en le relisant, je me dis, putain, j'aimerais bien jouer ce truc-là. C'était il y a 10 ans, je pense qu'il y a 10 ans, on m'aurait sans doute pas permis de le jouer dans un théâtre comme celui-là, en tout cas. Et donc, je fais mourir le projet, je le mets de côté. Je me dis quand même, ça me ferait chier de mettre en scène quelqu'un d'autre là-dedans. Et puis, je l'oublie. J'oublie le canard à l'orange complètement. Et on se recroise avec Anne, avec qui on a fait beaucoup de spectacles ensemble. Et on se dit, tiens, on rejouerait bien ensemble. Et à ce moment-là, j'ai Alice en stage. Je revois beaucoup François à ce moment-là. Et dans ma bibliothèque, en cherchant un truc à lire, je vois Canard à l'orange et je repense à la pièce. Je me dis, ah. Et je relis, et en relisant, je repense à la distrib. Je les appelle, c'est le mercredi, je vous jure que c'est vrai. Le dimanche, ils viennent bouffer à la maison, on se met une lecture, mais vraiment entre nous, pour rigoler, comme ça, dans le salon, en déconnant, et on se marre tellement.
On se dit, on le fait. Il se trouve que j'ai la chance de m'occuper d'un festival, je le programme, on l'a créé et puis on est ici. Et Parfois, c'est facile. Oui, Parfois, les projets de théâtre, c'est l'enfer. Et parfois, on tire un fil et les trucs viennent. Quand je suis arrivé à Paris, au début des années 80, pour prendre des cours de théâtre, pour faire ma vie essayer de faire ce métier, j'ai vu quasiment le même mois 3 choses. J'ai vu Joyeuse Pâques avec Jean Poiret au Théâtre du Palais Royal. C'est ma première pièce de boulevard. J'avais jamais vu de boulevard avant ça. Et j'ai été le revoir 7 fois pour Poiret et Pacôme, qui était quand même pas mal. Parce que Poiret faisait un tel numéro de funambule, c'était tellement, en même temps tellement élégant, tellement drôle et élégant. Enfin, j'étais fasciné par lui. J'ai vu La Cerisée que Peter Brook avait monté au Bouffe du Nord avec Piccoli, Arestrup qui était dément, un spectacle où on se disait à chaque seconde mais comment il réussit ce miracle-là d'être si vrai, si juste, si exigeant, si parfait dans l'interprétation. Et pareil, je l'ai vu plein de fois. Et j'ai vu, je crois, ce qui devait être une des dernières revues de Jean-Marie Rivière, à l'Alcazar, avec les stripteaseuses, les traves, le truc, le délire, les boas, les plumes paillettes, les trucs dans le cul, les serveurs qui passent au milieu des travées. Et j'ai adoré tout ça. Et puis j'adore le cabaret, et puis j'adore... oui, même les magiciens, j'adore les striptease, j'adore quand tout ça se mélange, je trouve que tout ça, ça participe du spectacle, et moi j'avais envie de faire du spectacle, voilà. Tous les rôles, je pense, vous font grandir. Quand vous avez la chance, moi j'ai quand même eu la chance de jouer des vrais auteurs, des grands auteurs. Que ce soit, vous l'avez dit, Kundera, Shakespeare, Sarraute et d'autres. Tous ces auteurs-là vous font avancer, évidemment, parce que leur simple fréquentation, le simple fait de les lire vous fait avancer. J'ai toujours tendance à dire que c'est le rôle que je suis en train de jouer qui me fait le plus avancer. Là, par exemple, j'apprends tous les soirs la rigueur de cette forme de théâtre-là. Je me rends compte que dès qu'on déborde un peu, il faut évidemment lâcher, ouvrir les soupapes, et puis de temps en temps, il faut les tenir, parce que si vous passez le petit cap, vous prenez un bide. Et on se rend compte aussi que ça se construit à plusieurs. Par exemple, à un moment, on s'est rendu compte avec François, il me dit, j'ai chassé le lion en Afrique, etc., mais les insectes, j'en ai horreur. Plus c'est petit, plus c'est méchant. Et je dis, et plus c'est grand, vous savez ce qu'on dit en France. Rire. S'il me dit, plus c'est petit, plus c'est méchant, s'il fait l'élision sur petit, ça ne marche pas. Je peux faire plus c'est grand derrière, ça ne marche pas. S'il me dit, plus c'est petit, plus c'est là, si on fait ce balancement musical, ça fonctionne. Donc je dépends de lui. Voilà. Donc, ça doit vous apprendre l'humilité aussi, ce truc-là. C'est-à-dire que toute idée que c'est vous qui tenez la baraque et qui êtes le king, c'est voué à l'échec. Vous n'êtes jamais le king en scène si vos partenaires ne vous aident pas à monter les marches. Le théâtre, hein, on y est tous les soirs. Donc, hier, c'était, par exemple, hier soir, Dulin disait de temps en temps les dieux du théâtre descendent. Les dieux du théâtre sont descendus, on avait l'impression d'être sur la vague et de surfer. Voilà, quand on était en surf, on prenait la vague chaque fois. C'était presque facile et c'était génial. Ce soir, ça sera une autre histoire. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le théâtre, parce que ça vous empêche normalement, sauf quelques cas psychotiques, ça vous empêche de vous envoler complètement, d'imaginer que... J'ai des choses que j'aimerais faire. Je vous ai dit, par exemple, j'aimerais beaucoup mettre de l'énergie pour monter un opéra. J'ai très envie de mettre en scène un opéra. Je voudrais faire soit Les Noces de Figaro, soit Così fan tutte. Je lance un appel, un message. Non, mais vraiment, ça me passionne. J'ai découvert le théâtre comme ça, en faisant de la figuration à l'Opéra de Bordeaux quand j'avais 14 ans, et tout d'un coup, l'endroit, le lieu,
les danseuses. Je me suis dit, waouh, c'est là que je veux vivre.